on va poursuivre avec un sujet qu'on a commencé à évoquer hier. On a des invités qui nous ont vraiment fait prendre de la hauteur. Je pense bien évidemment à Rutger Bregman et Sébastien Boller, qui nous a parlé notamment de l'éducation et de l'importance pour les enfants de méditer. Surtout l'apprentissage, bon, comme il dit, hein, c'est basé sur le système de plaisir et de récompense. En tout cas, c'est ce que les neurosciences ont démontré. Et il y a des nouveaux modèles qui se mettent en place aujourd'hui en France. Des modèles d'éducation qui ne sont pas forcément basés sur la compétition, la comparaison ou même l'humiliation, tant mieux. Et bien plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir 3 personnes. Le fondateur de l'école dynamique à Paris 14e et de l'éco-village de Pourgues en Ariège, Ramin Farangui. Une femme que j'admire énormément, la fondatrice de la ferme des enfants, cofondatrice du hameau des Buis, un éco-village pédagogique, co-créatrice de l'université vivante et de l'oasis de Poulard, Sophie Raby. Et enfin, le fondateur de l'école 1, 2, 3 Colibri, Julien Maury. Je crois qu'il a fait un peu la fête avec vous ce soir d'ailleurs, hein, hier soir, non ? Ouais. Oui, un peu, ouais. Mais on est en forme. Oui. Ouais, bon, c'est le principal. J'ai arrêté avant les autres. Alors, merci d'être là, tous les 3. Vraiment, c'est un grand bonheur parce que vous représentez à vous 3 vraiment peut-être ce qu'il y a de plus complet et diversifié en matière de nouveautés éducatives en France. Enfin, vous avez tous les trois été très très courageux d'avoir lancé ces initiatives. Mais avant de revenir sur votre action, j'aimerais qu'on revienne au moment où vous étiez enfant. On va commencer par vous, Sophie. Si on regarde l'image de vous, enfant, je ne sais pas si on la voit apparaître à l'écran. Vous la voyez ou pas? Bon, on va commencer sans la voir. Vous imaginez? C'est moi, là. Ah, on va commencer par Ramin, tant pis, voilà. Ramin, quand vous regardez cet enfant, est-ce que, à l'époque, enfin, aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous faites ce dont vous rêviez lorsque vous aviez cet âge? Ah oui, tiens, c'est drôle. Alors, j'avais quel âge? Je pense que j'avais justement... Ça tombe bien parce que je pense que je devais avoir autour de 8 ans, non? Ça ressemble. Et j'étais en CM1, du coup, à ce moment-là, à peu près. Enfin... En tout cas, c'est en CM1 que j'ai commencé à comprendre ce que je voulais faire parce que j'avais un prof absolument génial qui s'appelle Marc Ventourou, qui avait un rapport très proche avec les enfants, on le tutoyait, il nous tutoyait, bref, on se considérait d'égal à égal. Et je pense que lui, c'est vraiment la personne qui m'a marqué, qui m'a donné le goût. Et c'est la première fois que j'imaginais que, ah ouais, plus tard, j'aimerais bien devenir prof. On reviendra là-dessus. Est-ce qu'on peut voir la photo de Sophie maintenant? Elle est prête? Ah, quelle petite bouille adorable. Vous aviez quel âge, là? Je pense 4-5 ans. Oui. Et alors, même question qu'Aramine, est-ce que vous pensez que finalement, le rêve que vous aviez enfant, vous l'avez incarné, ou du moins en partie Oui, alors un peu c'est peut-être un rêve un peu douloureux de réaliser en tant qu'enfant que nous sommes dans ce monde des humains où il y a beaucoup de violence et de destructivité. Mais oui, je pense que c'est cette petite conscience d'enfant qui m'a permis d'incarner des idées que je portais à l'intérieur de moi. Ouais. Et Julien, est-ce qu'on l'a, Julien? Ah, Julien. Alors, est-ce que vous rêviez de ce que vous faites aujourd'hui? Non, pas du tout, non. Non? Non, là j'étais un enfant qui avait un superbe jogging rouge dans un pommier à 3 mètres de haut. Mais je rêvais pas de faire une école plus tard, non. Vous rêviez à quoi? À pas tomber. C'est très concret. Et vous avez grandi chacun dans quel milieu, avec quelles valeurs? Ramin? Moi, ce qui était assez présent dans mes origines, donc je suis originaire d'Iran,
Et du côté de la famille de ma mère, c'était beaucoup des dissidents politiques qui voulaient essayer d'amener plus de démocratie dans le pays. Et d'ailleurs, mes parents sont venus en France du fait de la guerre Iran-Irak qui a fait 1 million de morts. Et voilà, du coup, l'Iran était devenu un environnement pas génial pour ni faire de la politique ni faire du business. Et mon père était plutôt du côté business. D'ailleurs, tous les cousins de mon père ont tous créé leur entreprise. Donc le public que j'ai en face de moi, c'est un public auquel j'arrive à me représenter le genre de valeurs. Donc oui, j'ai hérité de ces valeurs-là et j'en ai construit d'autres, notamment grâce au père de Sophie, mais aussi d'autres personnalités qui m'ont marqué et qui ont fait que les valeurs d'entraide, d'écologie, de solidarité, c'est des choses qui m'ont profondément touché quand j'étais adolescent et voilà, c'est des choses qui sont venues me construire au-delà des valeurs que j'ai reçues de mes parents. Et vous, Sophie ? On connaît bien évidemment une partie de votre famille, mais rappelez-nous quand même. Oui, moi j'ai moins de mérite parce que je suis tombée dans la marmite quand je suis née finalement. Donc avec des parents pionniers en termes d'écologie, puis de toute une réflexion sur le destin de l'humanité qui m'a inspirée. Et aussi un mode de vie très concret à la ferme, dans la nature, avec un bois de plusieurs centaines d'hectares autour, l'élevage de chèvres. L'accueil d'enfants et l'accueil aussi de beaucoup de personnes inspirantes parce que mon père recevait beaucoup et donc on avait la chance de pouvoir rencontrer des gens de tous les continents et de toutes les cultures. Voilà. Et vous, Julien ? Et si moi, on devait citer une ou deux valeurs vraiment qui vous ont marqué pendant votre enfance, ce serait quoi ? Essaye. Ouais, je pense que du coup l'école découle de ça en fait. Vas-y. Tu t'es trompé, tu t'es planté, mais recommence, essaye. Ouais, c'est vraiment ça. Famille standard en Vendée, voilà. Il y a des Vendéens, voilà. Rien de spécifique, non. Et alors, si chacun, vous pouviez revenir dans le temps, on imagine là un petit voyage, qu'est-ce que vous aimeriez souffler à l'oreille de cet enfant qu'on vient de voir, sachant ce que vous savez maintenant, vu votre grande expérience, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant ? Ramine ? Moi, je lui dirais, je pense, ouais, t'es en bonne voie. Il y a un avenir, franchement, assez radieux devant toi. Et t'as déjà en toi le sens du service, le sens des responsabilités. T'as un grand cœur. Vas-y, fonce, continue comme ça. Sophie ? Moi, je crois que j'inviterais à ne pas croire autre chose que ce qu'il a à l'intérieur, l'enfant. Donc, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, que sa vérité est intérieure, en fait. Et qu'un enfant est équipé à 100% pour faire face à la vie, pour autant qu'on lui en donne les moyens. Et vous, Julien ? Pas mieux. Non, il se mouille pas, le gars. Non, mais ouais, c'était l'histoire des cases, quoi. Qu'on fait tous, on se met dans des cases. Et dire à l'enfant, on va raboter tes rêves, on va raboter ce que tu veux faire. Non. T'as un rêve comme ça, on va te le mettre dans ça. Mais non, vire la case et reste comme ça. Regarde à droite, à gauche. Ouais, ça marche aussi pour les chefs d'entreprise, quoi. Alors justement, ne déflorez pas la suite, parce qu'on va le faire avec vous là tout de suite maintenant. On a commencé ce petit jeu hier, puisque effectivement Martin Luther King n'a pas dit « j'ai fait un cauchemar, mais j'ai fait un rêve ». Alors je vais vous demander à chacun, soit en vous adressant à la caméra ou en vous adressant au public, de dire votre rêve aujourd'hui, même si c'est juste un petit bout de rêve. Mais à quoi vous rêvez ? On commence par vous, Sophie ? Oui, alors moi, les rêves m'ont apporté quelques déconvenues. Hein, donc les idéaux, aujourd'hui, je m'en méfie un peu plus qu'autrefois parce que j'ai été portée par l'idéal de manière très, très puissante. Ça a occupé une bonne partie de ma vie. Et en fait, je suis tombée en partie de cet idéal assez violemment. Puisque mon idéal, c'était effectivement de refaire le monde. Alors ça, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup dans ma famille, qu'on continue de faire, de le réimaginer, de le réinventer, en se disant, s'il y a des choses qui ne vont pas, prenons-les à bras-le-corps et puis proposons autre chose. Donc j'ai effectivement proposé
une autre école pour les enfants, une école où les enfants sont... Alors, pardonnez-moi de vous Oui. interrompre, ça on y reviendra plus tard sur D'accord. votre action, mais là, maintenant, Alors, si vous sur avez un l'idée- rêve, Oui. allez, 1 minute. Donc du coup, juste pour dire, le fait d'avoir quelque part échoué du rêve, d'être tombé du rêve, fait qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est la réalité en fait. C'est de vivre, super. d'investir le présent. Voilà, au mieux. Investir le présent. Pas facile, hein? Et vous, Ramine, un rêve en 1 minute. J'aime bien le fait que vous ayez mentionné Martin Luther King, parce qu'il faut savoir que c'était quelqu'un qui a désobéi à la loi, mais de manière juste pour contester la ségrégation. Et c'est une source d'inspiration parmi plein d'autres pour moi. J'ai moi-même initié un mouvement de désobéissance civile pour protéger la liberté de l'instruction en famille. Liberté qui existe depuis 150 ans en France, depuis les lois Ferry de 1882. Et on vit quand même dans un drôle de pays où un président peut annoncer « je vais supprimer cette liberté qui existe depuis 150 ans » et c'est chose faite 1 an plus tard. Donc mon épouse et moi, on s'est mis d'accord pour se mettre dans l'illégalité. Il y a 12 autres familles qui nous ont déjà rejoints pour contester le fait que cette liberté soit supprimée. Et donc mon rêve, ce serait qu'on arrive vraiment à gagner cette bataille et je pense qu'on a des chances de le faire. On va voir comment. Et vous, Julien? Votre Mon rêve en 1 minute. Ou 30 Avec, secondes, en fait, allez. Avec ce qu'on fait avec Ramine, Sophie et plein d'autres, montrer qu'il existe d'autres modèles, que ça marche et que ces modèles deviennent la norme. En fait, que nos modèles qui dysfonctionnent à mort deviennent l'exception et qu'enfin on bascule. Et ça paraît tellement long et compliqué, mais on peut le faire en fait. C'est faisable. Et dans l'entreprise, dans notre vie, dans changer le paradigme, en fait, là, ça a déjà été dit hier, mais c'est vraiment ça, quoi. Y croire, Ouais. c'est jouable. Bah déjà, en fait, oui, pour l'incarner, il faut y croire. Et justement, Gandhi dit, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, j'imagine que vous, chacun à votre échelle, vous avez le sentiment d'incarner ce changement. Tous. Une part du changement. Une part Nous, du dans changement. Dans le volet éducatif et environnemental. Mais ça marche dans les entreprises, dans tellement de trucs, en fait. Dans la façon de consommer, dans tous ces domaines-là, dans la pelote qu'on commence à dérouler, quoi. Qu'est-ce que je mange, où je vis, comment je consomme, comment j'éduque mes enfants, comment je travaille, est-ce que ça a du sens? Est-ce que quand j'achète ce truc-là, il y a des enfants qui meurent à l'autre bout pour me le fabriquer moi? Enfin, chaque action a un sens. Oui, et ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, il y a une forme d'interdépendance. Là, on n'est pas uniquement sur le sujet de l'éducation de l'école. Ouais, c'est que c'est aussi le mode de consommation qui doit être vertueux. Et, c'est global. voilà, Ça, global, oui. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous faites chacun? Alors, expliquez-nous aujourd'hui pour lancer des initiatives et lancer ce changement. Ramine, racontez-nous votre projet et surtout, en fait, comment c'est né? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience particulière? Oui, justement, j'allais commencer avec ça. Donc, moi, j'ai eu un parcours que peut-être certains d'entre vous avaient eu aussi. J'ai été à l'École Centrale Paris. Ensuite, j'ai été embauché par le Boston Consulting Group et j'ai travaillé principalement pour EDF et Lafarge, donc pour des grands groupes sur des questions d'organisation. Donc oui, je reviens d'assez loin. Et je me suis rendu compte à un moment donné, mais Ramine, est-ce que tes idéaux d'écologie, de solidarité, que justement tu as pas mal développé quand tu étais ado, est-ce que tu es vraiment en train de les incarner aujourd'hui? La réponse manifestement était non, j'étais vraiment au cœur de la guerre économique. Et là, cette grosse prise de conscience a fait que je suis revenu à mes rêves de Marc Ventouroux et du petit enfant en CM1 qui voulait devenir prof. Et je me suis dit, ok, oui, les revenus, c'est pas ce qui fait le bonheur. Je vais diviser mes revenus par 5, mais peu importe. En tout cas, je vais vraiment aller à la poursuite de mes rêves. Moi, ce dont j'ai envie, c'est d'être avec les enfants. Ce dont j'ai envie, c'est de m'intéresser à leur éducation, à leur épanouissement, à ce qu'ils aient une vie plus libre, plus heureuse, à ce qu'ils épanouissent leur plein potentiel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me diriger dans cette voie. Et puis ma manière d'avoir fait ma part, en petit colibri que je suis, c'est d'avoir créé une école alternative à Paris qui s'appelle l'école Dynamique. Alors, elle fonctionne comment, cette école? Justement, école Justement. J'ai fait un TEDx là-dessus qui a fait plus de 460 000 vues, peut-être que certains l'ont vu. Et ce TEDx s'appelle « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ».
Donc l'école fait honneur à ce qu'elle prétend faire. Effectivement, dans cette école, les enfants sont libres de choisir leurs apprentissages, d'aller ce vers quoi ils veulent vraiment aller. Et moi, je suis convaincu que c'est comme ça que les enfants apprennent le mieux, c'est quand l'enthousiasme est vraiment l'engrais de leurs apprentissages. C'est des enfants scolarisés de quel âge à quel âge? Donc c'est tous les âges, ça commence à 4-5 ans et ça va jusqu'à 18 ans. Et le fait même que tous les âges soient mélangés, c'est ça qui participe au fait qu'ils prennent en maturité, qu'ils prennent exemple sur les plus grands qu'eux. Et les plus grands apprennent à prendre soin des plus petits qu'eux, donc développent des compétences de prendre soin, de parentalité et tout ça, qui sont plein de choses qu'on n'apprend pas dans des écoles classiques du fait de la séparation des âges. Et puis on s'intéresse à des apprentissages qui vont bien au-delà des matières académiques, le fait de maîtriser le théorème de Pythagore et ce genre de choses, j'ai envie de dire, c'est assez secondaire. Par exemple, développer des qualités relationnelles, savoir prendre des responsabilités dans sa communauté et être au service du groupe, notamment à travers prendre j'ai envie de dire, des responsabilités concrètes dans la vie démocratique du lieu, quand des personnes, par exemple, quand des enfants ne respectent pas certaines règles, comment est-ce qu'on prend soin de la communauté, comment est-ce qu'on... Donc l'idée, c'est vraiment de les responsabiliser, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une école de l'indépendance et de la responsabilité personnelle. Ça veut dire qu'on t'offre la liberté, et avec cette liberté, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment est-ce que tu vas projeter ton avenir? Et qu'est-ce que tu as envie de construire comme vie? Et on leur permet justement d'avoir tout ce temps libre pendant lequel ils vont pouvoir expérimenter en immersion dans la vraie vie, dans le monde réel, et non seulement faire des choses qui leur plaisent, mais faire des choses qui vont permettre leur construction personnelle. Bien sûr. Sophie, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans le projet de Ramine? Ah oui, bien sûr, ce sont des projets affinitaires. Moi, j'ai commencé un peu avant Ramine, puisque j'ai fondé une école en 99. Mais je pense que l'intention était la même. C'était comment retrouver une manière d'accompagner l'enfant qui corresponde vraiment et à sa nature et à ses besoins. Comment revaloriser finalement l'humanisme à travers l'enfant et retrouver quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi, qui est cette nature empathique qui nous permettrait de prendre soin plutôt que de détruire autour de nous. Parce que moi, ma grosse obsession d'enfant, justement on parlait des enfants, mais ça a été d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes violents, et que cette violence, nous l'infligeons à la fois à nous-mêmes, aux autres, et puis aussi à notre environnement. Et finalement, c'est de ça dont on parle tous les jours dans les médias. En fait, on commence par le départ, quoi. Mais exactement. Et j'estime que ce qui se passe encore aujourd'hui, des phénomènes comme ceux de la guerre, c'est d'un archaïsme absolu. Et c'est aussi la négation de ce que nous sommes vraiment. Et pour comprendre ça, je suis passée par des auteurs tels que Alice Miller, par la théorie de l'attachement, par l'éthologie humaine, pour vraiment comprendre que, en fait, nous sommes des êtres d'empathie, nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres de soins, des caregivers. Et qu'il y a une urgence aujourd'hui, s'il y a une urgence, que ce soit une urgence écologique, une urgence sociale, une urgence émotionnelle et affective, c'est de retrouver cette qualité de caregiver. Mais pour la retrouver, il faut absolument commencer par accompagner les enfants autrement, parce que la destruction de cette fibre de caregiver, de cette sensibilité que nous sommes, et du coup de ce que nous sommes vraiment, passe par la violence éducative ordinaire. Et Julien, alors racontez-nous votre projet, ce que vous avez mis en place. C'est un peu comme Ramine et Sophie, c'est voir l'enseignement différemment. Et plus que l'enseignement, en fait, se dire que l'école, c'est pas juste tu vas apprendre à écrire, lire, compter, quoi. C'est plus que ça. Et même faire juste apprendre à lire, écrire, compter, tu vas le faire différemment. Tu vas aller chercher le savoir, parce que tu en auras besoin. Alors racontez-nous concrètement comment ça se passe. Vous avez créé une structure? Oui, du coup on a créé une école, le titre complet c'est École écologique à pédagogie alternative. Écologique parce qu'elle est sur un parc de 3 hectares qui est préservé. Qui se trouve où? À Apremont, en Vendée. Et le bâtiment en lui-même, c'était une vieille longère de 1930, et l'idée, c'était d'en faire un bâtiment passif, donc pour ceux qui connaissent, vraiment un bâtiment avec très peu de besoins énergétiques, vraiment au minimum, et intégralement réalisé en matériaux biosourcés. Donc c'est de faire concrètement l'école dans laquelle évoluent les enfants. Elle ne coûte rien aux parents en financement, parce qu'elle n'a pas besoin d'énergie, donc là ça peut augmenter l'énergie, c'est pas grave, ça ne va rien changer, elle n'a pas besoin. Ils l'éprouvent au jour le jour, c'est stabilisé au niveau de la température. C'est que des matériaux sains, ils sont en chaussettes sur du parquet, pas du parquet qui vient de Chine, du parquet du chêne qui est du coin, enfin, tout est pensé en ce sens-là, ils l'éprouvent au jour le jour et ils apprennent toutes les matières d'une autre façon.
par exemple, il y a 2 classes, une maternelle et une CP-CE-CM. Et c'est un peu comme Ramine disait, les CP sont avec les CM2. Et à un moment donné, le CP, il voit un CM2 faire quelque chose, et non, ça a l'air super. Il est en train de faire des maths. Il est en train de faire des maths avec des billes. C'est concret, ou des perles. Il y a une perle de 1, et il y a une chaîne de 1000 perles. C'est 1, 1000. 1, 3 zéros derrière. Ah, c'est ça, 1000. C'est concret. On passe par le concret avant de passer sur l'abstrait. Et c'est ça sur toutes les matières, en fait. Alors, on imagine que vous avez été confrontés tous les 3 face à différentes formes d'obstacles. Enfin, c'est pas forcément évident, surtout en France, j'allais dire, de construire ce genre de modèle pédagogique. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les principales résistances? Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je pensais que culturellement, franchement, la France n'était pas prête à accueillir ce genre d'école dans ce pays-là, parce qu'on a une culture très forte du programme scolaire, des enfants qui doivent suivre des consignes et tout ça, l'évaluation, les notes, les concours, la compétition et tout ça. Pour moi, c'était un truc généralisé. Et je pensais que personne ne voudrait d'une école où les enfants, franchement, font ce qu'ils veulent de leur journée. Et finalement, déjà, détrompez-vous, ça fait un certain temps qu'il y a des milliers d'enfants en France, en fait, qui vivent déjà ce mode d'éducation. Et donc le problème n'est pas venu là. Pour moi, l'obstacle n'était pas vraiment le manque de parents qui seraient partants pour cette aventure-là. Et l'obstacle principal, c'est l'administration, c'est les lois éducatives qui sont assez restrictives. Et en ce moment même, l'école dynamique a été mise en demeure, donc cette école que j'ai fondée à Paris. Elle a été mise en demeure par l'éducation nationale de radicalement changer ce qu'elle fait et de complètement se dénaturer pour se rapprocher de la norme, de la norme établie. Et il est probable que, ça fait 7 ans que cette école existe, il y a des chances que sur l'année qui arrive, ou les 2 années qui arrivent, la procédure mène ultimement à la fermeture de l'école. Donc c'est à ça qu'on assiste en France. Oui, il y a réellement un obstacle dans l'entrepreneuriat, dans ce qui concerne l'éducation. On touche tellement au cœur de certaines croyances très internalisées et très figées et fortes depuis au moins un siècle et demi, que l'éducation, ça doit être comme ça et pas autrement. Alors que je pense que dans ce public-là, vous êtes tous d'accord que ce qui vous a construit principalement, c'est pas le fait d'avoir obéi à des consignes scolaires. Franchement, c'est quand même une petite partie de votre éducation. Et que si vous avez des compétences entrepreneuriales et de direction d'entreprise, c'est probablement venu d'ailleurs, de contexte familial notamment, ou de bonnes rencontres que vous avez faites. Et ce que vous avez appris dans votre vie, en grande partie, vous ne l'avez pas appris à l'école. Et tout le monde est d'accord avec ça. C'est ça qui est dingue, c'est que quand on questionne des gens, l'école représente parfois même plutôt un obstacle dans l'éducation des enfants que quelque chose d'épanouissant et de constructif. Et vous, ça ne vous décourage pas trop? Comment vous trouvez justement les ressources pour vous battre? Non, ça ne me décourage pas, je rebondis autrement. Donc moi, après l'école dynamique, en plus, j'ai créé un éco-village en Ariège, donc il y a 50 minutes d'ici, qui s'appelle l'éco-village de Pourgues. Et on a ce même mode éducatif. Alors au lieu d'être une école privée dans le régime administratif, toutes les familles sont sur le régime de l'instruction en famille, qui est en train d'être supprimé aussi. Et du coup, à force d'être à la marge de la marge, maintenant j'entre en désobéissance civile. Donc, non, moi franchement, je me considère comme étant en fait hyper relié à la démocratie de ce pays. Et je me considère comme un citoyen qui vient secouer la démocratie à un endroit où elle est en déficit, en fait. Et qu'il y a besoin de montrer des alternatives parfois assez radicales comme celle-là, qui font leur preuve depuis au moins un siècle, et de venir contester des lois qui viennent empêcher la diversification de l'écosystème, parce que c'est bien ça qui se passe, quoi. On fait comme une sorte de monoculture d'enfants en France à force de faire la même chose partout, alors que les conditions sont différentes, alors que le contexte sont différents. Le fait d'avoir un système aussi centralisé qui essaye d'appliquer la même chose partout, excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même vraiment contraire aux valeurs modernes, même qui sont assez généralisées, qui sont nos valeurs ici, nous ici réunis, quoi. Donc vous êtes confronté aux obstacles. Sophie, vous êtes confrontée aux mêmes obstacles. Vous reconnaissez dans le discours de Ramine? Oui, tout à fait. Les obstacles sont partout. Après, nous, on a été assez solubles dans le paysage national pendant des années. Et puis, lorsque nous avons voulu aller plus loin dans la pédagogie, dans l'apprentissage naturel, nourrir les besoins de l'enfant, et que nous avons été aussi plus nombreux,
alors il y a eu comme ça un Aujourd'hui, vous êtes combien d'ailleurs? d'écoles comme Ouais. celle-ci. Alors je ne sais pas si tu connais le nombre. Oui, Rami, une toi. quarantaine. Une quarantaine d'écoles démocratiques. Mais les obstacles ne sont pas seulement au niveau de l'institution, ils sont aussi en nous, en chacun de nous, et ils sont aussi même dans la communauté alternative, puisque moi j'ai l'expérience d'un éco-village aussi que j'ai fondé et qui s'est effondré sur lui-même en quelque sorte, en raison non pas de regards extérieurs ou d'agents extérieurs qui auraient pu déstabiliser notre organisation, mais bien à l'intérieur. Parce que ce que ça vient chercher en nous, cette transformation, c'est quand même un déconditionnement qui est mis à mal par nos souffrances, nos blessures, notre rapport au pouvoir, etc. Et si ça s'est pas mis en travail en parallèle de essayer d'incarner des idées ou des idéaux, eh bien c'est ce qui peut se passer. Donc ça peut s'effondrer aussi par le fameux facteur humain. Et vous, Julien, quand il y a des obstacles comme ça qui se présentent, qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Est-ce que, enfin, pour vous, c'est clair, de toute façon, vous tracez. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, en fait, c'est. Par contre, vous vendez pas du rêve, quoi. Parce que... Alors, moi, je vais fermer. Moi, je vais fermer aussi. Moi, je sais pas. 1, 2, 3 colibris, on continue. Non, mais c'est continuer, parce que de toute façon, il y en a d'autres qui l'ont fait avant, qui ont réussi, qui ont prouvé que ça marchait. Enfin, c'est la citation d'Einstein. Faut pas que je la foire. On résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré, mais c'est vraiment ça. On va rien régler en changeant comment on fonctionne là. Il faut changer le système. On le sait, que ce soit dans l'entreprise, dans l'éducation, dans l'environnement. Il faut changer le système. Donc, au jour le jour, montrer que c'est faisable et que ça marche. Ça marche vraiment. Vraiment, vraiment. C'est pas... C'est souvent des valeurs, on les entend partout, bienveillance, empathie, respect. Bon, ça paraît des mots vidés de sens, mais au jour le jour, non, ça fonctionne vraiment. Les enfants le sont naturellement. Et on se dit comment on en arrive à les flinguer et qu'au final, on soit en train de se faire la guerre. Ça marche pas. Donc il faut changer ça. Il y en a qui le font, on le fait, plein d'autres le font. Il y a des billes, on s'échange des billes et on montre, voilà, j'ai fait ça, ça marche, ça marche. Et 1, 2, 3, 4, 5, paf, 1800 qui changent et c'est parti. Ouais, donc il y a quand même des résultats qui vous donnent la foi, quoi. Ouais, et puis il faut pas lâcher. Enfin, si on n'est pas d'accord avec le moule, je veux pas me couler dans ce moule-là. Je veux pas que mes enfants se coulent dans ce moule-là. On va au crash. Donc je fais ce qu'il faut pour faire péter le moule avec les autres. J'aimerais bien qu'on prenne, si ça vous intéresse, quelques questions dans le public, parce qu'on a vraiment la chance d'avoir 3 intervenants absolument passionnants. Alors je crois qu'il y a un micro qui va se balader, je ne l'ai pas encore repéré. N'hésitez pas à faire signe si vous avez une question pour Sophie, Ramine ou Julien. Bonjour, donc Nathalie du CJD Sudoise. J'ai une question bassement matérielle, mais qui à mon avis est essentielle dans le cœur de vos activités. Comment vous financez vos écoles? Oui, alors ce sont clairement des écoles privées hors contrat, c'est-à-dire que on est poussé, acculé, on va dire, à l'autofinancement, puisqu'il n'y a aucune aide en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Mais en France, il n'y a aucune aide pour les écoles alternatives, ou alors dans certaines conditions, mais vraiment qui sont rarement acquises, qui serait d'avoir des contrats avec l'éducation nationale. C'est le cas de certaines écoles, mais assez peu sur l'ensemble des écoles alternatives. Du coup, ce sont les familles qui payent des mensualités pour financer l'école. Donc c'est vraiment de l'école privée, malheureusement, et c'est vraiment pas un choix, c'est vraiment une organisation qu'on subit parce qu'on ne peut pas être financé par le ministère de l'Éducation nationale. Et il y a 2 modèles économiques qui sont différents pour l'école qui est à Paris et l'éco-village. Donc l'école qui est à Paris, c'est comme ce que Sophie dit, et j'imagine que dans ton école c'est un peu pareil, mais nous c'est échelonné en fonction des revenus de la famille. Et donc les frais de scolarité vont de 1 000 € jusqu'à 5 500 € selon les moyens de la famille. Et alors, peut-être que ça peut étonner, mais moi, c'est l'école la plus mixte que j'ai vue socialement, parce qu'elle est au cœur du 14e arrondissement de Paris, mais on a des enfants qui viennent de géographies très variées dans le bassin parisien.
et souvent qui viennent du milieu de la classe moyenne, de la banlieue et tout ça, et qui n'ont pas forcément le même capital culturel qu'un enfant du 14e arrondissement, quoi. Donc, parce que c'est souvent la critique qu'on nous fait, du coup vous êtes des écoles de riches, vous êtes des écoles qui ne sont pas mixtes et tout ça. Moi j'ai grandi dans le 16e arrondissement de Paris, j'ai une des écoles qui était sociologiquement les plus homogènes du pays, quoi. Et puis après, l'éco-village, j'ai envie de dire, le modèle est encore meilleur, parce qu'il y a un effet de solidarité qui se joue entre les activités lucratives du lieu et les activités non lucratives comme l'éducation. Donc là, pour le coup, l'école, enfin la non-école est gratuite, parce que ce n'est pas une école déclarée, tout ça, c'est un rassemblement d'enfants qui sont instruits en famille. Donc si la structure éducative est gratuite, c'est parce que par ailleurs, on a une activité de stage et de séjour qui, elle, est lucrative et permet de faire en sorte que les parents ont du temps bénévole à accorder à la structure éducative et on accueille des enfants de l'extérieur et pour de propres enfants, tout ça c'est assuré gratuitement pour le coup. Je peux ajouter quelque chose en fait, nous sommes poussés à prendre nos responsabilités de citoyens pour changer les choses et ne plus attendre que ce soit une autorité supérieure ou le gouvernement qui le fasse. Et ça, c'est aussi pour chacun de nous et à l'échelle de vos entreprises également. Et vous êtes vraiment invité aussi à participer, si vous le souhaitez, à travers, par exemple, une fondation comme la Fondation Éducation Plurielle, qui va aider nos écoles à exister en nous aidant. Enfin, on peut donner, en plus, c'est déductible des impôts. Et ensuite, les écoles sont soutenues par ce type de fondation. Et d'ajouter, ouais, merci. Et d'ajouter que l'école en France, elle n'est pas gratuite, hein. L'école en France, c'est 6 700 € pour un enfant qui est à l'école primaire, 8 000 et quelques pour un enfant du collège et 9 700 pour un jeune du lycée. On est 40% plus cher, notre lycée est 40% plus cher en moyenne que les autres pays de l'OCDE. Donc voilà où vont notamment les impôts. Enfin, il ne faut pas croire que l'école est gratuite, quoi. Ça n'a pas de sens de dire ça. Mais ça retombe sur un choix de vie aussi, hein, le financement. Donc, c'est les parents au même principe à l'école privée hors contrat. Clairement pas, c'est pas un business pour faire des sous, c'est pour changer. Et c'est aussi les parents, pour certains, 1, 2, 3 colibris. J'ai des parents voilà, qui peuvent arriver en Audi Q7, j'ai des parents qui ont une 306 pourrie, qui ont fait un emprunt. Donc c'est mix, c'est jouable en fait. C'est jouable, c'est aussi des choix de vie. C'est de se dire, ok, je vais pas acheter ça, mais je vais financer ça pour mes enfants. On a ici deux questions. On va demander des réponses un petit peu plus courtes. Oui, j'avais une question. Est-ce que si l'éducation nationale ferme toutes ses portes, vous empêche d'exister aujourd'hui, parce que le moule est trop puissant, est-ce que quand l'école est fermée, ce que vous faites, ça pourrait avoir du sens le mercredi, le samedi, pendant les vacances? Est-ce qu'on pourrait offrir aussi à nos enfants cette possibilité pour découvrir et puis faire que petit à petit ça essaime? C'est sûrement jouable, mais ça va être sur des petits créneaux, donc de toute façon, tout ce qui est pris est bon à prendre. Ça, c'est mon point de vue, hein. Mais je pense que ça me paraît trop court pour vraiment éprouver. Ça demande un temps long. En fait, ces écoles-là, ça se remet au temps naturel, en fait. C'est pas tac. Ça prend du temps de changer. Et il faut accepter de le prendre, ce temps. Et je suis pas sûr que le mercredi, c'est sûrement bien. De toute façon, ça sera positif. Moi, je pense qu'il faut quand même plus de temps. Il faut vraiment intégrer sur le long terme le changement. La deuxième question. Oui, dans ce contexte politique, vous avez parlé de désobéissance civile. Ça semble effectivement la voie la plus sage, finalement. Comment est-ce qu'au-delà de l'aspect financier, on peut soutenir vos actions de désobéissance civile? Alors déjà, il y a un site qui s'appelle enfance-libre.fr. Donc Enfance Libre, c'est le nom du mouvement. Et là, dans la page contact, il y a une manière de rejoindre déjà la mailing list pour qu'on puisse informer des soutiens dont on aura besoin à l'avenir. Et effectivement, pour moi, éduquer mon fils comme ça que le mercredi et les jours... Enfin non, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est un mode de vie complet et cohérent. Et moi, j'irai jusqu'en prison pour le défendre, effectivement. Alors, Christine, j'ai une question qui revient un petit peu à celle qui vient d'être posée avant. Je fais face à un public qui est très souvent déscolarisé pour des raisons de harcèlement, pour des raisons de souffrance. Et donc des familles qui ont arrêté de travailler, pour certaines, pour pouvoir scolariser leurs enfants à la maison. Certains quittent la France à cause de cette loi. Et en fait, là, je suis intéressée pour leur amener éventuellement une réponse
ou en tout cas un début de combat commun, parce que c'est pas facile de faire de la résistance tout seul, en fait, hein, et de coopérer avec vous, et donc de leur dire éventuellement, écoutez, il se fait ça, là. Peut-être que vous pouvez prendre contact avec eux, et puis, est-ce que ça, c'est possible ? Ou à l'inverse, de toute façon, après le congrès, le CJD va justement donner toutes les coordonnées, les sites, les titres des livres dont on parle. Et là, ça, je pense que ce sera un bon moyen justement pour créer le lien et que vous puissiez peut-être revenir vers eux. Mais bien sûr, et je peux comprendre que certains choisissent la clandestinité ou l'exil parce que ça fait peur, toute cette machine qui est en train de s'abattre sur nous. Mais moi, j'invite effectivement un maximum de familles à venir nous rejoindre pour renverser le camp de la peur. Alors justement, il nous reste peu de temps. Oui, vous pouvez les applaudir. J'aimerais qu'on termine par un message qui peut... Il y avait une question en haut. Encore une question? Alors la dernière, vraiment. Oui. Allez. Bonjour, merci. Bonjour. Oui. Eric, je viens de Nancy. J'ai une question. Il y en a un il y a la guerre là. Ah, pardon. L'image est là. Les élèves qui viennent dans vos écoles, probablement qu'un certain nombre d'entre eux, à un moment ou à un autre, au collège, au lycée ou dans le supérieur, reviendront dans le système, quelque part. Est-ce que vous avez une expérience et comment ça se passe pour eux? C'est la question qui revient. C'est toujours la... Ouais. Encore une fois, parce qu'on n'a pas les mêmes pédagogies, mais c'est le même principe, pédagogie alternative, voilà, on recoupe beaucoup de points communs, et ils acquièrent une confiance en eux, une stabilité, ils savent qui ils sont. C'est pas « je suis nul », non, ça je maîtrise pas, ça je maîtrise, je sais pourquoi, et j'y vais pour le corriger, et j'y arrive à chaque fois. Donc ils acquièrent une grosse confiance en eux, une grosse ouverture d'esprit, une énorme autonomie. Ça, c'est un package qui est acquis, point barre, c'est en toi, tu es comme ça maintenant. Ils vont embrayer sur du standard, on va dire, ils rentrent au collège. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Au moment où, normalement, tu allais chercher ton atelier, tu faisais ça, on était 20. Et là, d'un seul coup, paf, 30 enfants assis, tu fais ça, maintenant, tu as 1 heure, point barre. Ah ben non. Ah ben si. Bon, ben oui, le premier trimestre, ça va faire bizarre. Mais il y a une telle assise de l'enfant. Il y a des études là-dessus, hein, c'est vraiment documenté, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, une fois passé ça, ça roule. Ils seront déjà autonomes, donc ils ne vont pas commencer à l'acquérir en 6e, ils le sont déjà. Ils ont déjà pris conscience donc en fait ils ont pris de l'avance. Une dernière question pour pas créer de frustration, monsieur. Toute dernière, attention. C'est la dernière, je compte sur toi. Hein. Il est où le monsieur qui avait le micro en main? Il est toujours là. Il est où le bonheur? Il est là-bas, vas-y. Oui. N'oublions pas que si nous sommes ici, c'est aussi parce qu'on a rencontré dans notre éducation, à travers ce fameux système, des professeurs passionnés par leur métier, qui ont essayé de transmettre des valeurs, qui ont essayé de transmettre de sens à leur... Et donc, j'ai le sentiment que quand on veut rejeter ce système éducatif parce qu'on considère que tout est mauvais, non, il y a aussi dedans des professeurs qui essaient d'enseigner différemment, qui essaient de transmettre de l'envie, de l'énergie, de l'amour, de l'inclusion. Et on a rencontrer ces gens-là dans notre éducation, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Gardons les belles rencontres et arrêtons l'oppression. C'est votre message? On jette jamais le bébé avec l'eau du bain ici. Gardons les belles rencontres et arrêtons le système oppressif. Non, puis je pense qu'il y a une confusion, et pardonnez-moi, je ne crois pas que nous sommes en train de dire que nous rejetons quoi que ce soit. Et je trouve ça un peu dommage de limiter nos initiatives à ça. Parce que moi, je suis contre rien. Je suis pour l'ouverture sur des initiatives créatives, des organisations résilientes, sur des solutions qui vont permettre à notre société d'évoluer vers plus de paix, vers plus de respect, vers plus de bienveillance, et surtout vers tout simplement un avenir qui est de l'avenir. Parce que n'oublions pas que si nous continuons, et comme le disait Julien, en citant Einstein, si on continue à proposer ce seul modèle qui est une impasse, en fait, eh bien, nous allons tout simplement
nous invitons nos enfants à un avenir qui est extrêmement limité par le manque de ressources, le manque de résilience et de moyens aussi pour faire face à la violence que nous avons entre nous. Donc nous sommes dans la créativité pour essayer d'amener une ouverture pédagogique qui va contribuer à d'autres modèles, tout simplement. Mais nous sommes contre rien. Le temps passe trop vite, on vous écouterait pendant des heures, mais avant qu'on se quitte, moi j'aimerais que vous délivriez votre message de manière très courte, en 1 minute chacun. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, là tout de suite, maintenant? Julien, peut-être? Enfin, ouais, bah non. C'est dur comme ça de sortir le truc. C'est un peu qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui veut rien faire trouve une excuse. C'est un peu ça. Moi, je trouve qu'à un moment donné, ouais, voilà, go quoi. Allez-y, on peut. Quoi. Oui, bah, moi ça rejoint complètement ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire que à chacun de voir la responsabilité. Je crois qu'on est plus que jamais appelé aujourd'hui à notre responsabilité individuelle. Savoir qu'est-ce que nous voulons faire de nos vies et comment nous voulons contribuer à notre destin collectif. Et c'est vraiment à l'intérieur de chacun que ça se passe. Donc en offrant un autre espace pour les enfants, on les invite aussi à garder intègres. On a besoin aujourd'hui d'enfants intègres qui gardent cette capacité d'autonomie, cette capacité de croire en ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et de nourrir et de servir ce ressenti, plutôt que d'obéir à des injonctions extérieures, des idéologies, des politiques qui nous emmènent on ne sait pas trop où. Donc moi j'ai envie de dire à chacun de faire cette investigation, cette autodétermination intérieure et de voir comment on se positionne face à l'avenir aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Et Ramine, je vous laisse l'honneur de clore. Merci beaucoup, je me sens honoré. Un peu par-dessus ce qui vient d'être dit, moi j'ai un message de liberté et d'autonomie. Et je pense que ça passe par le fait de créer des collectifs. Il y a cette échelle de l'individu isolé, il y a cette échelle de la méga structure étatique et les très très grandes structures et tout ça desquelles on dépend. Et il y a une échelle intermédiaire qui a été un peu sacrifiée pendant la révolution industrielle et qui mériterait de réémerger. Et nous, avec nos éco-villages, c'est ce qu'on est en train de faire, et ce que Frédéric Bosquet aussi est en train de faire. Et il y a ce mouvement qui a été initié par ton père, Sophie, qui est le mouvement des oasis, et que je trouve vraiment être un très beau mouvement parce que ça donne des exemples de, oui, c'est possible en fait de créer des systèmes de solidarité plus locaux qui sont implantés sur leur territoire et qui sont plus indépendants et qui arrivent à s'émanciper de cette dépendance extrême envers des grandes structures qui ont un côté oppressant. Il y a quand même besoin de le remarquer. Donc moi, j'aurais un message de liberté et d'autonomie pour terminer. Je vous demande de les applaudir très fort.